13h36 à Kwaratao, dans la préfecture de Tchaoudjo, même heure à Zinganour. Nous sommes dans le Grand Tourne, même heure également à Pessaré, dans la préfecture de la Bina. C'est l'heure de la messe médiatique sur votre paroisse. La flotte du drapeau togolais au siège du Commonwealth, la signature de la convention collective de la presse togolaise, la situation politique dans le Sahel, cas du Burkina Faso, du Mali et du Tchad. Voilà l'évangile de ce jour avec comme co-célébrants deux illustres invités du monde de la presse. Il s'agit de Jacques Jacouty, là déjà présent. Il est journaliste, analyste sociopolitique, ancien président du Conseil national des patrons de presse et puis le directeur général de la JDA, la radio de l'Évangile. Et puis de El Hadj Armiao Tchaniaou, président en exercice du Conseil national des patrons de presse, directeur général du journal Nouvelle Opinion. Il est sur ce plateau aujourd'hui après longue lurette. Je vous prie de vous joindre à moi pour leur souhaiter une respectueuse et confraternelle bienvenue dans l'ordre d'arrivée. Jacques, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux téléspectateurs de la TV2. Merci, certainement que actuellement les familles sont à table. Je voudrais souhaiter bon appétit à ceux qui sont actuellement à table. Bonne journée dominicale aux uns aux autres et merci pour l'opportunité. Merci pour l'occasion que vous m'offrez de débattre cet après-midi avec mon confrère Alimia. Mon président, bienvenue sur ce plateau qui s'honore de vous accueillir. Eric, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Et ça fait toujours plaisir de se retrouver dans ce beau studio. Vous avez bien fait de souligner que ça fait belle lurette que nous ne sommes plus passés à vos studios. Oui, pour des raisons indépendantes de notre volonté. Ça fait vraiment plaisir et je suis très heureux de retrouver les téléspectateurs de la TV2. Et comme mon frère Jacouty vient de le dire, je souhaite bon appétit à ceux qui sont à table. Et je souhaite bonne écoute et bon suivi à tous ceux qui sont branchés et qui nous regardent en ce moment. Je suis techniquement accompagné par Ibrahim Machi au cadrage. De l'autre côté, c'est Tchalim Alexandre qui nous met en orbite pour être vu un peu partout dans le monde à travers les réseaux YouTube, Facebook. Et puis, pour ceux qui sont dans la région maritime, vous pouvez nous capter directement sur vos antennes locales. Comme je l'ai dit, comme vous le constatez, je suis très honoré ce dimanche du 23 octobre d'être entouré par des illustres personnalités de la presse écrite, deux présidents, l'un ancien, premier président du Conseil national des patrons de presse et le président en exercice Tchaniaou Arimiao sur ce plateau présent. Jacques, ça fait un peu bail avec vous également. Comment se porte notre grand septentrion, entre-temps secoué par des attaques terroristes? J'espère que vous avez de temps en temps les nouvelles de nos frères et sœurs de cette région. Merci Eric pour l'opportunité. Il faut reconnaître que depuis un certain temps, il y a quand même la calmie dans cette localité. Et féliciter nos autorités, remercier le chef de l'État qui a vraiment compris la mesure de la chose et qui a essayé depuis un certain temps de remettre un peu de l'ordre dans la chaîne de commandement parlant effectivement des forces de l'ordre de défense qui sont dans cette localité.
Vous savez que depuis un certain temps, il y a un nouveau commandement qui a été nommé dans cette région pour gérer effectivement cette situation. Et il faut reconnaître que depuis un certain temps, le nouveau commandant a fait vraiment un travail louable. C'est vrai que de temps en temps, il y a quand même des bribes d'attaque, mais ce n'est pas tellement si grand comme avant. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas un pays où on peut dire que la sécurité est garantie à 100%, ça il faut le reconnaître, qu'il n'y a pas un pays au monde qui peut dire qu'ils ont la sécurité à 100%. De l'autre aspect également qu'il faut souligner, c'est l'aspect où le chef de l'État a mis les moyens pour soutenir les couches un peu vulnérables, essayer de creuser un peu les forages, réhabiliter les centres de santé, les cadres de santé, et également essayer de tracer des pistes où vous savez qu'il y a des localités où nous ne pouvons pas avoir accès. Mais depuis un certain temps, il faut reconnaître que pour ceux qui ont fait le tour encore ce mois, nous le dirons, qu'il y a quand même des choses qui se font. Il y a également, il faut reconnaître que celle qui est responsable de l'ANADEB actuellement sillonne un peu cette localité avec des projets, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a actuellement l'ensemble des populations qui sont consultées pour que ces populations-là puissent exprimer leurs besoins et pour voir comment l'État puisse satisfaire également aux besoins de cette localité-là. Donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, l'État est en train de faire vraiment de gros efforts dans cette localité pour aider effectivement les populations à effectivement avoir un plus sur leurs aspects, surtout l'aspect de pauvreté et surtout l'aspect également de la santé. Ça, il faut le reconnaître, les efforts sont en train d'être faits à ce niveau. Et reconnaître également les efforts également des cadres de cette localité. Les cadres sont en train de faire un travail louable. Et il faut reconnaître que à chaque instant, vous allez voir que le ministre de la Sécurité est de temps en temps dans ces localités-là pour galvaniser effectivement les troupes qui sont dans ces localités, aider également ces populations-là à pouvoir mieux cerner ce qui se passe et se dire que vraiment un effort est en train de se faire. Donc vraiment, merci effectivement au gouvernement pour ces efforts. Mais ce que nous allons demander de plus au gouvernement, parce que j'ai fait un tour la fois passée, je sais que les remarques ont été faites, je crois que le gouvernement va prendre en charge et reconnaître également que ces efforts-là qui sont en train d'être faits, il faut également que, vous savez, quand vous allez dans les localités, on reconnaît que la plupart de ceux qui sont là, qui sont en train de recenser les besoins de ces populations, on sent que certains ne sont pas tellement impliqués. On a amené d'autres quelque part pour recenser les besoins des populations. Et ça crée un peu de frustration. Mais je crois que c'est quelque chose qui sera tellement vite corrigé. Je crois que d'ici la semaine prochaine, personnellement, je vais rentrer en contact avec la responsable de l'ANADEB pour qu'elle puisse corriger effectivement cet aspect-là qui risque encore une fois de créer des tensions inutiles. Moi, je appelle ça tension inutile. Il faudrait effectivement corriger, qu'on puisse impliquer effectivement les autochtones dans la gestion et surtout le recensement de leurs problèmes. Nous profitons pour faire un coucou spécial à la directrice de l'ANADEB, Madame Katanga, c'est bien ça. Monsieur le Président, de près ou de loin, vous appréciez, vous voyez également, vous suivez de près ou de loin l'évolution de la situation dans le Grand Septentrion, parce que une ou deux fois sur d'autres chaînes, j'ai vu comment vous êtes impliqué dans, vous êtes montré très soucieux avec les populations qui sont dans cette situation que vous partagez. Oui, mais je ne suis même pas le seul, puisque je suis togolais. C'est tout le Togo qui s'est senti interpellé et concerné. Vous avez vu que sur certaines questions, c'est difficile que les Togolais se mettent comme un seul homme et qu'ils se lancent dans une bataille. Mais quand le problème de terrorisme est arrivé dans l'extrême nord du pays, vous avez pu constater comme moi que les dirigeants des différents partis politiques, les honorables députés, les maires et tous
toutes les couches socio-politiques et culturelles de notre pays, tout le monde s'est senti concerné et tout le monde s'est lancé dans la recherche des voies pour bouter hors de nos frontières ces terroristes, ces malfaiteurs, ces gens qui sèment terreur et désolation d'un peu partout. Et l'état-major, le gouvernement, avec le premier des commandants, le chef de l'État, en personne, se sont vraiment mobilisés de façon spontanée. Diakouti a dit tout à l'heure qu'il a été relevé l'ancien commandement et qu'on a mis un nouveau commandement. Ça veut dire que de la même façon que l'ennemi met ses stratégies, on réagit conséquemment, on fait des ajustements et aujourd'hui, avec la mobilisation générale, sensibilisation par-ci, interpellation et action des uns et des autres, le calme a commencé par revenir dans l'extrême nord du pays et tous les mouvements sont aujourd'hui possibles. Et quand il dit que l'ANADEB est en train de mener plein d'actions dans la savane, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'accès à certaines contrées de la savane a commencé par être possible. Ici, à travers ce plateau, je voudrais remercier et encourager les forces de défense et de sécurité et le chef de l'État qui ne s'est pas mis en retrait, que nous avons remarqué à maintes reprises. À chaque fois, il est à Kara, il rallie les coins et recoins de la savane pour encourager et dire à ces populations que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous, nous sommes en train de travailler et que dans un proche avenir, nous allons pouvoir contenir les gens. Et aujourd'hui, je peux dire que le Togo est en train de montrer sa spécificité qu'on nous connaît, un pays totalement atypique, petit. Mais attention, quand vous touchez ou vous voulez oser avec le Togo, les Togolais se sentent un et mènent le combat de façon digne et intéressante. Et je crois que ça se paye aujourd'hui. Ça va à la savane, il faut que ça aille, ça doit aller. Et nous n'allons pas croiser les bras. De la même façon qu'on s'est mobilisé au moment où c'était chaud, je crois qu'il faut pérenniser cette mobilisation, ces actions qui sont en train de nous payer aujourd'hui. C'est pour le bien des populations d'abord de la savane, mais aussi bien pour tout le Togo, vous et moi, et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Mon président, je reviens à vous pour une préoccupation. Les populations entre-temps déplacées, est-ce qu'elles sont de retour? Je ne sais pas. Hein? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. La sensibilisation continue, parce que vous savez, avec aussi la période des pluies, il y a eu entre-temps des problèmes d'accès, mais comme je vous le disais tout à l'heure, le gouvernement est en train de recenser les besoins de ces populations. Il faut reconnaître que certains sont en train quand même de rentrer, mais d'autres sont encore un peu également réticents. Vous allez comprendre pourquoi les gens sont un peu réticents, parce que vous savez, entre-temps, on est allé égorger les gens, ce n'était pas du tout bon à voir. C'est pas facile à supporter. Donc vous voyez que la peur s'était emparée des gens, des populations, pour retourner encore dans ces localités-là, pour y habiter. Ça, c'est de bonne guerre. C'est pas que les gens ne veulent pas, mais il faut reconnaître que la psychologie, et il faut prendre le temps de pouvoir également aider ces populations-là à revenir en elles-mêmes avant de pouvoir regagner leur domicile. C'est des efforts louables qui sont en train d'être faits dans cette localité-là pour aider effectivement les populations à regagner leur domicile. Vous savez, quoi qu'on dise, vous savez, il y a des gens qui disaient que on sait comment ça commence, mais la fin on ne sait pas. Vous voyez, donc, et pour détruire, c'est facile, hein? Très facile de détruire. En une seconde, on peut même démolir 2 février, en une seconde. Mais pour reconstruire 2 février, vous voyez que ça prend du temps. Ça me fait de la peine quand je suis un peu ce qui se passe au Burkina Faso, qu'on me dise qu'il y a plus d'1 million et quelques de déplacés internes. Vous voyez que ça fait vraiment mal. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre sur tous les plans. Il ne faut jamais accepter que ces ennemis-là puissent une petite localité pour pouvoir s'installer. Je crois que c'est les efforts des uns et des autres. Comme Kenya le disait tout à l'heure, il faudrait que la sensibilisation continue. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas se dire que c'est parce qu'il y a la calmie, bon, il faut se taire. Il faut être toujours sur le qui-vive. Doubler d'efforts. Vous voyez, continuer toujours dans cette sensibilisation pour que les populations comprennent effectivement que
vivre en paix et se coucher avec un ventre où il n'y a rien. C'est à choisir, c'est important. Très bien. Merci. Comme vous l'avez dit, nous souhaitons que la paix continue par y régner. Et comme vous l'avez dit également, chacun doit contribuer pour que perdure et que définitivement cette histoire de terrorisme appartienne au passé. Au premier chapitre maintenant de notre évangile saint d'hiver, adhéré il y a quelques mois, le Togo vient de hisser son drapeau au siège du Commonwealth. Il flotte déjà depuis jeudi 20 octobre dernier suite à une cérémonie officielle qui a eu lieu au Marlborough House, si je n'ai pas massacré le nom. C'est le siège de l'institution. Alors, Tchagnon, monsieur le président, what's good for Togo to enter the Commonwealth? Je vous pose la question en anglais parce que nous sommes en Commonwealth, mais vous répondrez en français pour nos fidèles téléspectateurs qui ne comprennent pas encore tous l'anglais. Mon président. Yes, I think it is necessary to us to try to speak English. And then what will be possible and interesting for Togolese to enter Commonwealth yes, is that Togolese will perform their democracy. Yes. So, je reviens donc en français. En français, pour tous les Togolais. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout bouge, dans un monde où tout le monde se cherche, dans un monde où en permanence chacun veut s'offrir des lendemains plus sûrs et plus certains. Et donc le Togo également est dans cette mouvance comme beaucoup d'autres pays. Et c'est comme ça que vous avez pu constater que depuis des années, il y a des sommets d'un peu partout, où c'est États-Unis, Afrique, où c'est le sommet Israël-Afrique, sommet France, Afrique, sommet Afrique, Asie, etc. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est des audaces qui se créent d'un peu partout. Et aujourd'hui, le Togo aussi a jugé bien d'intégrer le Commonwealth, ce que nous saluons déjà, puisque le Togo a commencé par voir son drapeau flotter depuis déjà quelques jours. Et le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, en personne y était, pour montrer l'importance de l'événement. Et l'intérêt derrière tout cela, c'est qu'il va avoir beaucoup d'ouverture et d'opportunités surtout pour nos hommes d'affaires. Le Togo va pouvoir bénéficier de beaucoup d'accompagnement de la part de cet État de Commonwealth, parce qu'il faut y être pour pouvoir avoir de certains bénéfices du genre. Le Togo va pouvoir renforcer sa démocratie. Nous y sommes déjà, mais il va avoir d'autres paramètres qui vont se multiplier pour permettre au Togo de se frayer des entrées d'un peu partout avec beaucoup d'avantages que les anglophones, les anglo-saxons offrent. Et donc, à partir de cet instant où le Togo y est et que le drapeau flotte déjà, vous allez constater que beaucoup d'opérateurs économiques du Togo y ont pris part à cette rencontre de Londres et ont déjà commencé par développer ce qu'il faut nouer comme relation professionnelle ou d'affaires pour venir diplomatique, pour voir notre pays se donner encore des ouvertures d'un peu partout. Donc, moi je salue l'entrée du Togo dans le Commonwealth. Je suis heureux de voir que effectivement le Togo a été accepté jusqu'à ce que on le comptabilise parmi tous les États membres. Donc reste à ce que concrètement les uns et les autres, c'est-à-dire ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qu'ils puissent faire à ce que les citoyens lambda sentent que oui, nous sommes au Commonwealth, voilà des projets qui nous proviennent du Commonwealth et qu'on les vit. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des papiers, mais il faut que dans le concret, les gens sentent que quelque chose de nouveau
un soleil nouveau est en train de se lever sur le ciel togolais parce que nous avons adhéré au Commonwealth. Mais je crois qu'à comparer ou à regarder avec un œil vigilant tout ce qui se fait dans les pays qui sont déjà dans le Commonwealth, il n'y a pas mal de choses que nous pouvons dire qui sont positives. Vous regardez un pays comme le Rwanda, vous sentez que quand les Rwandais ont pris leur clic et clac pour adhérer au Commonwealth et qui se sont lancés, il y a beaucoup de choses que aujourd'hui, beaucoup de pays copient du Rwanda. Donc, vivement que les nouveaux venus, dont notre Togo compte parmi, puissent vraiment bénéficier et faire rejaillir l'intérêt qu'on connaît ou qu'on pense des pays ou de cette communauté internationale qui est le Commonwealth. Que va-t-il faire de la francophonie? Que va faire le Togo de la francophonie à laquelle il appartient depuis des décennies? Bon, la francophonie demeure la francophonie. Oui. Le Commonwealth demeure également le Commonwealth. Et puis, vous savez, ce qui est intéressant avec ces éventails d'ouverture au niveau des pays, c'est quoi? Au fait, c'est les affaires. La dernière fois, j'ai vu un parterre d'hommes d'affaires qui ont accompagné le chef de l'État pour hisser le drapeau togolais par rapport à l'entrée du Togo au Commonwealth, qui était une très bonne chose. J'ai suivi certains opérateurs économiques s'exprimer pour demander au chef de l'État effectivement ces ouvertures pour les hommes d'affaires, ce qui est très bon. Et vous vous rappelez que avant même que le Togo ne puisse se déplacer pour hisser le drapeau, vous savez que le ministre, le professeur Kokoroko, avait pris une décision à ce que tous les vendredis, on puisse parler l'anglais. Et depuis un certain temps, avec le curricula de la rentrée de cette année, l'anglais est également en bonne position. Je crois que c'est déjà diversifier effectivement ces entrées pour le Togo est une très bonne chose. Et quand vous prenez par exemple aujourd'hui le commerce entre le Togo et l'Angleterre, j'ai appris déjà qu'il y a une enveloppe qui a été mise à la disposition du Togo par rapport à une route vers, je crois, c'est Tamba, et qui doit être bitumée. Voilà des ouvertures déjà qui sont très bonnes pour le Togo. Il faudrait aujourd'hui que ce qui est important pour notre pays aujourd'hui, c'est que l'État puisse aider effectivement la pépinière que nous avons aujourd'hui, parlant des enfants que nous avons aujourd'hui dans nos écoles, à maîtriser aujourd'hui l'anglais. Parce que vous ne pouvez plus voyager aujourd'hui dans les extrémités du monde. Si vous prenez l'avion, je vous le dis souvent, il vous arrive, quand vous arrivez dans certains aéroports, il n'y a pas le français. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous ne lisez pas l'anglais, vous risquez de vous perdre par rapport également si vous voulez prendre d'autres destinations. Vous voyez, donc je crois que c'est une très bonne chose que le Togo puisse adhérer. Mais l'autre aspect aujourd'hui, c'est de pérenniser ce que nous avons. Pérenniser les acquis. Pérenniser les acquis veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que, parce qu'on a adhéré, on dort. Il faudrait maintenant qu'on puisse travailler. Essayer de nourrir les partenariats. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons des mairies et qui sont là. Il faudrait que l'État puisse aider effectivement ces mairies-là à nouer des partenariats. Des jumelages avec d'autres mairies. Et aujourd'hui, il y a également les journalistes qui sont constitués, qui sont en association. Il faudrait aujourd'hui aider également le corps de ces journalistes-là à avoir également des partenariats. J'étais un peu déçu la fois passée quand j'ai suivi un peu la chaîne nationale. J'ai vu le parterre de ceux qui sont allés là-bas, mais je n'ai vu aucun journaliste togolais qui était là. Ah oui, à Londres, hein? Je n'ai vu aucun journaliste togolais qui était là. Je ne sais pas si ils sont allés, mais c'est moi qui n'ai pas vu les images. Non, pas du tout. C'était vraiment une portée historique. C'est vrai. Historique. Le président du Conseil national des patrons nous dira comment ça se passe. À la place du gouvernement, j'avais cru que l'organisation devait se faire même en associant, parce que c'est un truc historique, en associant par exemple les chefs traditionnels. Même si tous ne peuvent pas aller, on peut désigner par exemple deux chefs traditionnels qui peuvent participer également à cette cérémonie.
on prend peut-être deux maires qui peuvent également assister, on prend 2 députés, c'est-à-dire que les corps constitués, par exemple, toutes les couches devraient être représentées. Parce que c'est pour la première fois que le Togo adhère. C'est vrai, c'est historique. Et vous savez, lorsque ces personnes-là, par exemple, reviennent, ils pourront également faire le message quand on a été. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que nous attendons de nos bailleurs, voilà ce que aussi ils attendent de nous. Vous voyez, donc une portée historique comme ça, il fallait vraiment associer tout le monde. Mais je crois que cela n'a pas été fait. L'important, c'est que le Togo a adhéré. Il faut féliciter nos responsables parce que la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Tchegan, l'avait si bien dit, que l'architecte du Togo de demain, celui qui a pu piloter tout ça, c'est le chef de l'État, parce qu'il a une vision. C'est parce qu'il a une vision que finalement le Togo a adhéré. S'il n'avait pas cette vision, le Togo n'aurait pas adhéré. Donc je crois que, vu l'éventail de cette vision qu'il a, il est important aujourd'hui qu'on puisse associer aujourd'hui la base par rapport à tout ce qui se passe et ce qui se fera sur le fait que le Togo a effectivement adhéré au Commonwealth. Mon président, je vous ramène la même question pour avoir votre avis. Le Togo au Commonwealth, ancien partisan ou partenaire de la francophonie, que va devenir la francophonie ou que vont devenir les relations entre le Togo et la francophonie? Non, je fais remarquer ici que la diplomatie m'a l'air d'un business, d'un commerce. Vous savez, quand un commerçant commence dans un domaine, il est conseillé à ce commerçant de faire en sorte à pouvoir diversifier ses angles. Et je crois que le Togo, qui était à la francophonie, n'a pas mal fait de diversifier ses avoirs, ses savoir-faire au niveau également du Commonwealth. Et j'ai fait allusion tout à l'heure au fait que il y a aujourd'hui tout le monde qui court et qui se cherche. Et j'ai dit que vous allez voir que l'Amérique est également en train de s'ouvrir au continent. La France le faisait depuis, l'Amérique a démarré, la Chine est au beau centre de cette ouverture. Les Ukrainiens d'ailleurs, les Russes sont en train également de s'ouvrir. Et chaque fois qu'un pays peut, en allant vers des ouvertures, offrir quelque chose de plus à ces populations, il faut y aller. Il faut y aller parce que le monde d'aujourd'hui, je l'ai dit, est un monde où tout bouge. Donc le Togo, je l'ai dit également, est dans la même mouvance. Nous sommes en train d'être mobiles, de nous chercher. Et ce que je voudrais dire au fond, c'est qu'il ne faut pas qu'on y aille de façon complaisante ou qu'on y aille parce que les autres y vont et qu'on ne sache au fait ce qu'on y allait chercher. Et donc le Togo, c'est un pays, je le remarque depuis un certain temps, c'est un pays qui sait d'où il vient et effectivement où il va. Et moi, je veux que quand on y va, qu'on fasse en sorte que les populations ressentent que quelque chose de nouveau est en train d'être fait. Et je crois, je ne doute pas que ça va être fait. Aujourd'hui, nous parlons du Commonwealth, mais nous n'avons pas, nous ne vivons pas, nous, journalistes, le Commonwealth. Et mon frère Djapouti a relevé que toute une bonne partie des hommes d'affaires du gouvernement étaient à Londres. Sauf ceux qui sont censés porter le message. Permettre aux populations de comprendre et de vivre ce qui se fait par rapport au Commonwealth. Ce n'est pas encore tard à mon avis. Je crois que les gouvernants n'ont jamais mis la presse de côté. Même s'il y en a qui font croire ou font semblant de ne pas donner ses mérites à la presse, vous les voyez quand ils ont une activité, on attend toujours. On attend que on met les ministres au frais, est-ce que les journalistes sont arrivés? C'est quand est-ce que nous sommes là qu'on sort pour passer le message. Quand il y a les conférences de presse, quand il y a des activités, il y en a beaucoup qui ne nous donnent pas notre place, mais qui, en coulisses, attendent qu'on leur fasse la bonne promotion, qu'on leur fasse passer les messages qu'ils veulent véhiculer. Le gouvernement également est dans cette logique et c'est de bonne guerre que nous sollicitons que chaque fois qu'il y a de ces événements d'envergure,
qu'on essaye d'envoyer l'œil du journaliste, qu'on puisse revenir dire que nous avons vécu la chose nous-mêmes. C'est facile de dire ce qu'on a vécu et de convaincre ceux qui n'ont pas été que de venir faire de la masturbation comme nous faisons ici. Parce que si aujourd'hui je vais parler de Londres, je dirais peut-être ce que j'ai vu, peut-être à travers certains écrans, mais je n'ai pas vécu. Et le président de la République, je le fais remarquer à ce plateau, avait très vite compris. Vous savez qu'il y a des émissions très importantes comme ce qui s'est passé la dernière fois à Londres, où quand le président fort se déplace, il fait accompagner certains d'entre nous. C'est juste pour qu'on soit témoin de ce qui se fait et qu'on revienne rassurer et faire comprendre à nos compatriotes que voilà, c'est quelque chose de bien pour nous. C'est quelque chose qui consolide le développement de notre pays. Et là, j'invite les autorités du pays à faire en sorte que cette façon de faire revienne. Ce n'est qu'une bonne façon d'aider la presse à bien communiquer. Ce n'est qu'une bonne façon de rassurer les journalistes qui constituent, selon ce que tout le monde dit, le quatrième pouvoir, de savoir que le Togo ne dégringole pas, mais que le Togo s'assied et s'ancre. Moi, j'encourage tout ce que les autorités du pays font. Je le fais comme je peux, à ma façon, mais ma joie et notre fierté sera que dans les prochaines jours, quand il va avoir de ces sorties qui vont rapporter des choses au Togo, qu'on essaye de nous faire à participer et de vivre l'événement. C'est un souhait, c'est un vœu que je lance en tant que président du patronat de la presse du Togo. C'est un vœu que je lance pour que la presse revienne par faire ce travail aux côtés des gouvernants du pays. Parole du président du Conseil national de la presse, nous rendons grâce à Dieu. Et puisque vous avez embrayé sur ce sujet, allons-y tout droit. Voulu, souhaité et attendu depuis longtemps, la convention collective de la presse vient d'être actée. Le document a été signé le vendredi 14 octobre dernier par l'ensemble de la presse. C'est à juste titre que nous avons d'ailleurs sur ce plateau les présidents du Conseil national des patrons de presse, l'ancien et puis le président en exercice. Ils vont nous dire les tenants et les aboutissants de cette convention. Mon président en exercice. Pourquoi une convention collective de la presse dans un paysage médiatique pourtant très diversifié? Non, mais je crois qu'avant tout, il faut faire remarquer que le travail de la presse, le journalisme, c'est un autre corps de métier à part entière. Vous savez que dans une nation, il y a plusieurs corps de métier. Il y a les médecins, il y a les menuisiers, il y a les maçons, il y a tout. Et c'est ce conglomérat qui fait qu'on dit qu'il y a une nation. Et donc, parmi tout cela, il y a un corps de métier qui s'appelle journalisme. Et je fais la différence en disant que le journalisme est double. Double parce qu'il y a les médias État qui sont formalisés depuis toujours, depuis que nous avons la TVT, radio. D'ailleurs, depuis que notre pays existe, il y a eu la presse État. Et cette presse État travaille dans le formel. Et avec le pluralisme médiatique, donc entendez, la conférence de Bonn, ou bien comment vous l'appelez ça, la démocratie, notre pays s'est ouvert pour avoir un pluralisme médiatique. Et donc, nous avons vu la naissance de la presse du privé. Et c'est à ce corps de métier que nous, vous et moi, nous appartenons, parce que nous n'avons pas un numéro matricule à quelque fonction publique que ce soit. Donc à partir du moment où il y a la presse du privé du pays, cette presse doit travailler d'arrache-pied pour se faire considérer comme un métier en plein temps. Un métier qui doit permettre à tous ceux qui s'y exercent de vivre comme des fonctionnaires, donc des travailleurs. Et depuis des années, c'est à ce travail, à cet exercice que organisation patronale, syndicats, État, ministère du Travail s'est accommodé. Et depuis toujours, il n'a pas eu la possibilité d'avoir cette entente autour de la chose, parce que qui signe une convention collective, c'est qu'il y a des incidences, autant pour le patronat, surtout
et autant pour les employés qui sont dans les syndicats. Et c'est cette mésentente, cette difficulté qui faisait que les gens ayant la peur de l'inconnu se refusaient de signer cette convention. J'avoue que cela fait 11 ans que du sérieux travail a été fait. Je crois que Diakouté vous en dira plus parce qu'ils étaient acteurs quand beaucoup de choses se faisaient autour des états généraux d'abord, puis autour de la volonté de marcher, oui, vers une convention collective. Et nous autres, nous sommes venus continuer ce que nos dévanciers ont pu semer comme jalon, comme fondation. Et la dernière fois, j'avoue qu'il y a plus de 10 séances auxquelles les patrons, les syndicats, le ministère, que je voudrais ouvrir une brèche ici pour saluer et apprécier l'ouverture du ministre professeur Aïwadan, porte-parole du gouvernement, qui a marqué une ouverture et une volonté à ce que nous puissions nous entendre et qu'on puisse comprendre que oui, la convention collective que nous devrions signer n'était pas une convention qui était une arme contre syndicats, ni une arme contre patronat, ni un moyen pour permettre au gouvernement de museler ou de nous créer des problèmes. Nous avons tous compris que ce serait à travers cette convention que nous allons donner un nouveau départ à ce que nous faisons, donner une certaine fierté ou un certain nom à notre métier. Quand bien même nous hésitons, on fait du beau travail qui est de l'intérieur apprécié, même de l'extérieur apprécié, parce que j'avoue à ce plateau que le journaliste togolais, c'est quelqu'un de bien. Le journaliste togolais, c'est quelqu'un qui fait son travail. Quand bien même vous connaissez les difficultés que vous venez de citer, il travaille dans un environnement compliqué, avec tous les paramètres que vous connaissez. Nous faisons du bien travail. Donc, moi, nous sommes allés signer la dernière fois, puisque j'étais d'ailleurs le premier à poser ma signature. J'avoue que c'est en toute responsabilité et avec fierté que nous avons posé cet acte-là. Vous allez voir que aucun, ni du patronat, ni des syndicats n'a refusé de signer ce document parce que c'est un document inclusif. C'est un document que nous avons travaillé nous-mêmes. Nous avons corrigé. Quand les gens ne sont pas d'accord, ils disent non, par ce point-là, changez cette virgule. C'est ce que nous avons fait et de façon unanime, nous sommes, oui, en train de nous lancer comme part. Nous l'avons fait et je fais remarquer ici que toujours dans l'incertitude, parce que quelqu'un, j'ai lu certains titres où les gens disaient que oui, convention collective et après. Oui, et après, qu'on ait signé le 14 octobre 2022 ou qu'on ne l'ait pas fait, est-il que nous sommes un corps de métier, nous devons nous être appelés un jour à nous formaliser. Cela devrait se faire ce 14 ou un autre jour. Est-il que il faut que nous démarrons et qu'on s'accommode autour de ce qu'il faut régler pour faire de cette convention quelque chose de sérieux et qui nous donne la joie et le respect au sein de la société. Oui, Jacques, le président en exercice l'a dit, c'est vous qui avez, disons, donné le coup d'envoi de cette démarche pour avoir un jour une convention du type pour que la presse togolaise puisse être, bon, disons, bien reconnue et jouer bien son travail. Aujourd'hui, ces choses faites, en tant qu'ancien président, quelle appréciation ou quel est votre état d'âme et d'esprit après la signature de cette convention? Je suis heureux pour les responsables qui ont finalement conduit et qui ont accepté de signer la convention collective. Vous savez, ce n'était pas du tout facile au départ. Ce n'était pas du tout facile, ce n'était pas du tout un pari gagné pour la presse togolaise. Et moi, j'avais toujours l'habitude de dire aux responsables des organes dans le temps, que ce soit la radio, la presse écrite. Vous savez, après, la presse en ligne s'est ajoutée. C'est nous, d'abord, qui avons créé nos entreprises. Comprenez? Oui. Quand vous créez une entreprise, vous gérez votre entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État, qui va venir vous imposer comment vous allez gérer votre entreprise. La conduite à tenir. Voilà. L'État peut venir en appui peut-être pour vous orienter sur certaines choses. Mais l'État ne peut pas venir dire, écoutez, je vous impose telle grille de salaire par rapport à votre employé. L'État ne peut pas faire. Mais l'État peut vous aider à vous orienter vers peut-être l'expression du travail,
à formaliser certains tests pour qu'ils peuvent vous accompagner. Vous savez, le problème qu'on avait eu dans le temps, par rapport à la réticence de la signature de cette convention collective, quand vous prenez par exemple certaines radios, vous prenez l'autotélévision, les directeurs par exemple sont nommés, mais le promoteur est ailleurs. Oui. Vous comprenez? Oui. Le directeur a la bonne volonté de signer la convention. Le directeur a la bonne volonté de prendre certaines décisions, mais vous savez, le directeur n'a pas la main libre pour pouvoir exercer. C'est à ça que nous étions un peu confrontés. Parce que les promoteurs disaient non, eux, ils ont créé leur organe, ils ont créé la télévision pour ci, ils ont créé la radio pour ça. Et c'était un peu compliqué. Et je suis heureux aujourd'hui que Tchaniaou et ses autres collaborateurs puissent signer la convention. C'est historique. Vous savez, c'est une très bonne chose. Il faudrait maintenant, on a signé et le devant. C'est ça l'important. Vous savez, vous pouvez prendre une femme, l'amener chez vous à la maison, en tant que votre épouse. Si vous n'expliquez pas, par exemple, à la femme que vous n'avez pas un matelas avant d'amener la femme, elle peut, dès qu'elle rentre, elle découvre qu'il n'y a pas de matelas, elle sera déçue. Si vous ne savez pas faire, elle va fuir. Mais si au départ, vous avez expliqué à la dame, madame, je vous amène chez moi à la maison, mais vous savez, je n'ai pas de matelas. Voilà. Donc, dans la conscience de la femme, elle sait que bon, je vais quelque part où il n'y a pas de matelas. Psychologiquement, elle est préparée. Vous voyez, donc elle sait ce qui l'attend. Donc, le travail là doit être permanent. C'est-à-dire, on a signé la convention. Je voudrais demander humblement ici au président du Conseil et de ses autres collaborateurs, continuer cette pédagogie, parler surtout aux promoteurs. Parce que le vrai problème maintenant là où il y a, c'est au niveau des promoteurs. Les directeurs que vous avez au niveau par exemple de ces radios, de cette télévision, ils n'ont aucun problème. Ils ont vraiment l'éventail de la compétence. Ils comprennent vraiment la nécessité d'aller, de signer cette convention. Et ils comprennent également le fait que, par exemple, les journalistes qu'ils ont en leur sein, il faudrait bien les traiter. Donc, je crois qu'il faudrait faire un travail de fond. Parce que vous savez, il y a des journalistes, il y a aujourd'hui des radios, il y a des télévisions qui ont beaucoup d'arrêts de salaire. Suivez mon regard. Les journalistes ne sont pas payés. Vous voyez? Donc, les promoteurs voient en ça, bon, on signe une convention. Voilà. Nous n'arrivons même pas à payer le petit salaire que nous devons à ces journalistes. Nous signons une convention aujourd'hui et qui nous oblige vous voyez, à payer les journalistes. Parce que s'ils ne le font pas, il y a l'inspection du travail qui les attend. Il y a également, vous savez, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale et tout. Moi, je crois que, au fait, c'est la peur. Hein? Les gens pensent qu'ils font un saut dans l'inconnu. Ce n'est pas du tout dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'il faudrait aujourd'hui la bonne volonté, aller avec la pédagogie, la méthode, expliquer aux gens. Je crois qu'ils vont comprendre. Et je ne vois pas, par exemple, Tchaniaou qui emploie par exemple des journalistes qui veulent que ces journalistes souffrent. Pas du tout. En quoi il va se réjouir que ces journalistes souffrent. Pas du tout. Donc je crois qu'il faudrait continuer le travail, expliquer, aller dans la méthodologie, parce que vous avez déjà un ministre qui est accessible. Oui, très ouvert. Qui a pris à bras le corps effectivement cette convention, et vous avez également un chef d'État qui est là, qui je ne pense pas qu'il puisse refuser peut-être les doléances que vous allez lui soumettre après. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème c'est quoi? Le vrai problème au niveau de la presse, quand moi je parle de ce que je maîtrise, parce que je suis dans la radio, et je sais que la presse est également à ces problèmes. Quand vous prenez par exemple la radio et la télévision, ce qui nous tue aujourd'hui c'est quoi? C'est les redevances. Après les redevances, il y a également la Caisse nationale de sécurité, il y a également les impôts. Vous voyez, donc au fait, il faudrait aujourd'hui que les responsables de ces organisations puissent trouver le juste milieu pour dire effectivement à ses partenaires, n'ayez pas peur, les négociations vont continuer, et au niveau du gouvernement et en notre sein, pour trouver effectivement le juste milieu. Parce qu'il faudrait aujourd'hui, vous savez, les gens vont les aérer au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas payé. Donc,
sur ce plateau, je demanderai humblement au président du CONAC de rentrer en négociation avec le gouvernement pour demander au gouvernement si le gouvernement peut considérer par exemple les aérés que les radios, les télévisions, la presse écrite a au niveau de la Caisse nationale comme un soutien. Il faut qu'ils négocient. Vous voyez, pour un nouveau départ. Oui, vous savez, quoi qu'on dise dans la vie, tant que vous parlez, vous allez toujours trouver une solution. Oui. C'est les morts qui ne trouvent pas de solution. Mais les vivants, dès que vous êtes vivant, vous continuez les négociations, vous trouvez des solutions. Je me rappelle c'était en 2003, on avait des problèmes au niveau des radios et des télévisions par rapport à nos redevances. On avait des problèmes parce qu'on n'arrivait pas à payer. À un moment donné, par son âme, le ministre Pitan Tchala nous avait invités à une rencontre. J'étais le président de l'Union des radios et télévisions dans le temps. Il m'a posé la question, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, monsieur le ministre, voilà ce que moi je propose. Il dit, bon, si c'est ça, il faut écrire. On a écrit, et je vous dis, la semaine qui a suivi, Feu Yadema nous a reçus. Il nous a reçus, il a demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous. On a expliqué, il a dit, bon voilà, est-ce que les aérés que nous avons là, est-ce qu'ils peuvent vraiment nous aider à ce qu'on puisse effacer la séance tenante, je vous dis, séance tenante, Feu Yadema a pris la décision. Il dit non, bon écoutez, pas seulement que je vais effacer l'ardoise, mais je vais diminuer vos redevances. Parce que j'ai remarqué que c'est un peu trop, c'est un peu élevé pour vous. Pour des jeunes entreprises que vous êtes, payer ça là, c'est un peu trop. Et c'est simplement, tout a été réglé. Et le jour là, nous étions sortis de la salle, mais je vous dis, on marchait, mais on ne savait même pas si on marchait sur terre. Parce qu'on était tellement contents, joyeux, que finalement la solution a été trouvée. Donc je crois que dans le temps, ce que je voulais dire à Kanyao sur ce plateau, dans le temps, comme négociait, tenez-vous bien, c'est l'actuel président qui était le ministre des Postes et Télécommunications. Et c'est lui au fait qui gérait nos redevances. Vous voyez comment Dieu fait dans les choses. Aujourd'hui, il est président. Mais je crois que si vous entamez ce genre de négociations, Inch'Allah, ça va aller. Mon président, Inch'Allah, j'ai vu avec quelle oreille très attentive vous avez suivi votre votre prédécesseur. La balle est dans votre camp, la convention est signée, oui, et après? Oui, je crois que nous sommes conscients des difficultés qui attendent après la signature de cette convention, et c'est pour cela que je disais que ministère, syndicats et patronat, nous nous sommes mis d'accord sur beaucoup de points avant de nous y lancer. Et je dis ici que avec la télé et la radio, comme mon aîné Djakouti le dit, il n'y a pas en tant que tel de problème parce que les gens d'eux-mêmes avaient commencé par se formaliser. Le vrai du problème se trouve avec la presse papier et aujourd'hui avec le numérique, les presses en ligne. Si vous allez faire les statistiques, vous allez constater que pour une population, aujourd'hui nous sommes en train d'aller vers un nouveau recensement général, mais pour une population, pour ce que nous savons, d'à peine 7 millions d'habitants, on peut compter jusqu'à 400 titres de presse papier pour ce petit pays. Et aujourd'hui, avec le boom du numérique, vous avez plus de 200 presse en ligne. Et donc, avec des gens qui sont dans la chambre au lit, avec leur Android, qui envoient des messages et qui sont détenteurs des récépissés. Ça craint. Et sur les 400 titres, si on doit être réaliste, combien de journaux vous lisez par jour au Togo? À peine 3 ou 4 par jour. Ça veut dire que sur les 400, à peine 50 paraissent plus ou moins régulièrement. Et quand on fait l'appel à candidature pour l'aide de l'État à la presse, on sait combien sont éligibles et combien sont finalement élus. Et donc ça veut dire qu'il y a un problème à régler au niveau de la presse papier et de la presse en ligne. Parce que quand on parle de convention et qu'on dit que nous devons lutter pour devenir de sérieuses, de véritables sociétés de presse, mais est-ce que les gens ont l'idée de ce qu'on appelle une société? Une société, ça a quand même une direction. Ça a des directions. Sous le DG, il y a des directions.
il y a une direction commerciale, il y a une comptabilité, il y a un secrétariat, les ressources humaines et les commerciaux pour que l'entreprise, la société puisse marcher. Et tout ça, nous ne l'avons pas. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Nous sommes allés signer une convention au moment où certaines rédactions sont encore à 5 000 francs l'apparition. C'est-à-dire que quelqu'un t'emploie et à chaque au prorata, quand vous faites le montage, vous avez 5 000. Ça veut dire qu'à la fin du mois, ce journaliste ou ce pigiste-là a 20 000 francs. Comment est-ce qu'on peut se sentir heureux? Comment on peut dire qu'on est fiable et viable quand que les gens qui nous aident à travailler n'ont que 20 000 le mois? Ce n'est pas normal. Et c'est pour cela que, pour ceux qui étaient en salle, quand nous passions nos communiqués, le patronat a dit qu'il ne croit pas qu'on peut avoir une presse épanouie, qu'on peut avoir une presse responsable dans un environnement où la corruption, le montage, les hors-la-loi qui ne respectent pas nos réglementations grouillent et se bousculent d'un peu partout. Et nous avons demandé à l'État, parce qu'il y a quelque chose sur lequel nous, patronat, nous comptons. Il y a le fonds d'aide au développement de la presse qui a été institué dans le nouveau code. Et ce fonds, depuis qu'il a été institué, le 6 janvier 2023, le nouveau code prendra effet. Mais aucun mécanisme n'a été levé pour commencer par chercher ou piocher l'argent pour lever ou pour mettre ce fonds à jour. Nous avons demandé dans notre message, le jour de la signature, que l'État nous aide et qu'ensemble on puisse aller trouver le mécanisme pour la levée de ce fonds-là. Parce que pour nous, prioritairement, c'est ce fonds qui va permettre à la presse, d'après la convention, de pouvoir avoir un socle, les béquilles sur lesquelles se poser. Et n'allez pas croire que nous ne sommes pas conscients qu'il faut dépoussiérer. J'emploie le mot et je le mesure. Notre secteur, assainir notre domaine, parce que il y a tout le monde dans la presse. Quand je dis que les gens tiennent leur récépissé et qu'ils sont à 400 et que les gens ne paraissent pas, tous les autres qui tiennent les récépissés, allez dire qu'il y a une activité qui rassemble la presse, vous les trouverez. Allez dire qu'il y a quelque chose qui se fait, une conférence ici, vous les trouverez. Et ça complique le marché des annonceurs. Ça bouscule tout. Ça change toutes les donnes. Et ça fait que nous grouillons et nous enlisons davantage dans la précarité qu'on nous connaît. Ça fait que finalement certains citoyens pensent que le journaliste togolais c'est un mendiant. Excusez-moi l'expression, je le mets entre guillemets. C'est d'ailleurs ce que les gens pensent. Ils ont à la fois besoin de nous, mais au même moment ils sont prêts à nous descendre. Et c'est pour cela que j'attire l'attention de nous-mêmes. Qu'en janvier 2020, nous étions à Kara, lors des journées ouvertes du CONAP, qui a rassemblé pratiquement toute la presse du privé. Et à cette époque, et à l'occasion, nous avons sorti une grille harmonisée. Une grille dans laquelle tout le monde se retrouve. Aussi bien les télés que les radios, aussi bien les presses en ligne que papier, nous nous sommes accordés autour d'une grille. Et aujourd'hui, vous savez ce que nous vivons. Quelqu'un qui veut venir à votre plateau ici, passer des messages, c'est lui qui vous fixe le prix qu'il a. Quelqu'un qui veut passer des messages dans mon journal, c'est lui qui me dit le prix. Je vous donne quelque chose qui est en train de me ronger. Mais j'ai dit dans ce pays, à Canal FM, qu'on ne peut pas aller à un recensement général du pays sans impliquer la presse. Mais je le dis parce que aujourd'hui des gens nous appellent de venir passer un bandeau, toute une page de communiqué, de venir et encore une autre insertion, 3. Et à la fin vous participez à une conférence, vous écrivez maintenant un article et on vous dit que tout ça là c'est 100 000. Ça c'est l'État qui nous dit ça. Maintenant comment est-ce qu'on peut réussir? Comment je prends mon journal qui fait 8 pages, on me donne une page, on me donne d'autres activités, on me dit d'aller, on me dit 100 000. Comment est-ce qu'on veut qu'on devienne sérieux? Je crois que tous les lundis, moi je parle, nous voyons l'opinion sur le marché tous les lundis. D'autres confrères font cet effort-là. Je vais dépenser 100 000 pendant tout un mois. Et finalement, ça va donner quoi? Je crois qu'il y a des autorités, il y a l'administration, il y a des sociétés qui nous emploient, mais qui nous emploient à leur gré. Et je crois qu'il faut que quand nous avons signé cette convention, qu'on s'entende
Je ne suis contre personne. Oui. Je ne saborde rien. J'ai dit ici que c'est en toute fierté que nous avons signé, mais qu'il faut que les gens nous aident à pouvoir amorcer l'après-signature de la convention. Et quand on le fera, c'est le Togo qui deviendra fort. C'est la presse togolaise qui va être une presse qui intéresse, que la population admire. Donc quand nous faisons les procès, qu'il suffit de leur donner l'argent, il y a certains d'entre eux, vous leur donnez, et puis ils écrivent. C'est parce que les gens même nous aident à rester dans cette précarité. Il faut qu'on en sorte de là, qu'à tête levée, on puisse sentir que voilà un journaliste. Je suis allé au Cameroun, je voulais rencontrer un simple, je dis simple, parce que ici, qui nous considère, qui nous donne ce poids-là, qui nous donne ce privilège, un simple directeur de publication comme moi. Je vous dis, j'ai fait plus d'1 heure dans une salle d'attente. J'ai vu un bâtiment comme celui-ci, et pour voir le dépôt, c'est après 1 heure de temps. J'ai fait une fiche, et je suis allé, et c'est ça que j'appelle une société. Je veux que cela soit chez nous. Je veux qu'un jour, dans l'accompagnement et dans les multiples choses que nous ferons ensemble de commun accord, que quelqu'un qui me veut puisse remplir une fiche, qu'il puisse avoir une salle d'attente où il attend, et qu'après, qu'on puisse me voir et me donner cette valeur-là. Et nous l'avons fait dans ce rêve-là. Maintenant, comme Diakouti l'a dit, comme tu l'as dit, comme nous l'entendons dire près de nos confrères et de ceux que nous employons, il faut qu'ensemble, on se renforce. Et pour nous renforcer, je dirais quelque chose qui va blesser. Il faut que nous apprenons à devenir vraiment des sociétés, parce que quand on n'est pas fort, on a au moins la possibilité de s'entourer des gens pour avoir cette force-là. Tous ces journaux qui existent et qui ne paraissent pas pourraient s'entendre et faire ce qu'on appelle la fusion, et se donner une force qui leur permettra de pouvoir tenir dans la nouvelle donne. C'est des visions comme ça que nous sommes en train de jeter, nous sommes en train d'y penser, nous allons y travailler et faire en sorte que ce que nous avons fait le 14 octobre 2022 et qui est rentré dans l'histoire, puisque tout le monde dit que cette signature est historique, que cela ne puisse pas être un travail vain. Oui, malheureusement que le temps que nous est parti, mais l'histoire retient que c'est avec vous, Tchaniao Armiao, sous votre houlette, en tant que président du Conseil national des patrons de presse, que cette convention tant attendue a été signée, une convention dont les bases ont été lancées par Jacques Diakouti, ici présent encore. Alors, on s'enorgueille ou on s'enorgueillit et on vous félicite pour la démarche. Et comme vous l'avez dit, prions que les autres s'accommodent à la situation et que les objectifs fixés puissent être atteints. Malheureusement, le temps que nous est imparti, sinon j'ai d'autres questions. J'avais d'autres questions à vous poser. Du genre, quelle garantie pour le respect et l'application de cette convention par les uns et les autres. Et puis les clauses que comporte la convention. Il y a d'autres sujets. Je crois que la technique nous fait déjà signe que le temps qui nous est imparti est parti. Mais vous allez nous dire juste un mot sur les clauses, quelques clauses que comporte cette convention. Et puis on pourra conclure avec le président Jacques. Non, pour dire rapidement, parce que la convention, elle fait 38 pages, je crois, et je ne peux pas ici, à ce plateau, égrener tous les articles, mais je voudrais dire que dorénavant, on ne peut pas appeler quelqu'un par téléphone et puis lui dire, bon, viens, tu es juriste ou tu es sorti d'une école, viens travailler avec moi. Ça va se formaliser, ça va être une clause contractuelle. Ça veut dire que juridiquement, nous avons une nouvelle base sur laquelle nous allons travailler. TV2 ne peut pas appeler un jeune journaliste sorti d'une école et puis lui dire, bon, viens, tu vas aller faire ce reportage, tiens la caméra, comme ça, de façon informelle. Il va avoir quand même des formalités qui vont se faire. Il va avoir désormais des contrats. Ça peut être des contrats à durée déterminée, ça peut être des contrats à durée déterminée, ça peut être des stagiaires. Donc, ça ne va plus être dans l'informel. Nous sommes en train de nous formaliser comme cela se fait dans toute structure respectable. Mais je voulais dire que la garantie de ce que nous avons fait, c'est nous-mêmes. Nous sommes la garantie de ce que nous avons signé et nous avons marqué notre volonté. J'ai dit quelque chose, je voudrais rapidement reprendre, que le ministre, professeur Ayewadan, est très ouvert et qu'il a marqué sa volonté. Moi, dans mon œil de journaliste et dans mes recherches personnelles, je suis en train de sentir que le gouvernement a marqué déjà une volonté. Vous savez, le jour que nous signons la convention,
il y avait jusqu'à près de 5 ministres de la République. Ça veut dire que, loin de la chose, les gens sont très proches. D'ailleurs, pieds et mains liés, ils sont avec nous. C'est pour ça que la délégation a été aussi musclée. Et j'ai dit que j'ai entendu, mais je ne l'affirme pas trop ici, que des dispositions sont en train d'être prises. Diakouté a dit quelque chose, que Faure Gnassingbé, le président Faure Gnassingbé, c'est un président qui a l'ouverture. Je le crois, tout le monde le sait. Et notre question, la question de la presse l'intéresse tellement qu'il aimerait quand même nous voir nous épanouir après la signature de cette convention, et que ce n'est pas lui, ni le professeur Aïwadan qui nous a donné beaucoup de garanties, ce n'est pas lui, et ce n'est pas Madame Dogbé, ni l'ensemble du gouvernement qui refuserait à la presse d'avoir cet accompagnement digne qui lui permettra de faire son travail avec plus de responsabilité. Inch'Allah. Merci une fois encore, mon président, mes présidents, pour cet aboutissement heureux. Malheureusement, le temps nous a rattrapés, mais on allait parler de la situation politique dans le Sahel, qui n'est toujours pas au beau fixe. Les effets secondaires du variant coup d'État continuent de secouer la région, surtout dans les pays comme le Burkina Faso, qui vient de faire un doublé en matière de putsch, du Mali qui avait ouvert le score, et le Tchad qui s'enfuit. Et depuis ce temps, les balles des militaires donnent de l'insomnie au chef d'État et des soucis à la CEDEAO, qui est obligé de brandir de temps en temps des cartons jaunes ou voire rouges. Quand la fin de tout cela, on n'a pas le temps. Je crois que l'occasion va se présenter une fois encore. Le temps pour moi vraiment de vous remercier très sincèrement pour l'honneur que vous nous avez fait de passer sur ce plateau, et vous féliciter pour la clarté, la hauteur de vos analyses. Ce n'est pas président du Conseil national qui peut ou qui veut. C'est bien qui peut. Et une fois encore, félicitations pour cet acquis que vous avez, la signature de la convention de la presse. Nous souhaitons bon vent à cette convention et bon retour chez vous dans vos rédactions respectives. Bien de choses à vos collaborateurs. Merci à la technique qui m'a accompagné. Bien de choses à tous les fidèles qui nous ont suivis à travers le monde entier. Passez une bonne fin et un bon début de semaine. On se sépare sur cette pensée de Thucydide qui dit, je cite, la force de la cité n'est ni dans ses rapports, ni dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses hommes. Bonne méditation. À dimanche prochain autour de notre évangile. Passez une excellente fin de semaine. Au revoir.